Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que vous nous accueillons ce matin à l'École normale supérieure pour ouvrir cette journée hommage à Georges Brassens, consacrée à la traduction, mais aussi à la musique, à l'histoire, à l'humour, aux rencontres et au transfert culturel. Je profite de ces instants pour exprimer ma gratitude à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Tout d'abord, je tiens à remercier la directrice des bibliothèques de l'École normale supérieure, ma directrice Emmanuelle Sordet, de son intérêt et de son soutien institutionnel pour ce projet. Ma reconnaissance va ensuite à Transliterae pour avoir retenu Brassens traduit comme l'un de ses lauréats et pour son appui financier. Je remercie vivement Annabelle Milleville pour ses conseils avisés et surtout Gabriel d'Avignon pour avoir assuré avec générosité et professionnalisme une bonne partie de la logistique et de la communication de notre journée. D'ailleurs, toutes ces personnes, ainsi que le directeur de l'École normale Marc Mézard, vous saluent et s'excusent auprès du colloque de ne pas pouvoir y être en vous souhaitant une belle expérience scientifique. J'aimerais saluer également l'extraordinaire collaboration que j'ai eue avec le pôle communication, avec Charlotte, Philippe et Noël, et plus particulièrement avec Julien Fronigo, dont j'ai pu encore une fois mesurer l'efficacité et la solidarité tout au long de cette entreprise. Grand merci aussi au pôle audiovisuel et à son chef Arnold, qui a mis à notre disposition tout ce matériel-là que vous voyez, et à Giovanni, qui nous a beaucoup aidé hier soir pour l'installation. J'ai été très touchée par le fier coup de main que m'a donné hier au débeauté le service logistique, Thierry Brabant, Stéphane, Didier et Abdel, dont l'aide pour des petits problèmes du dernier moment a été précieuse. Je les remercie vivement. Enfin, je voudrais adresser un infini merci à ma collègue et amie Pascal Arauz-Aubrin, dont le soutien indéfectible depuis qu'on se connaît va bien au-delà des tâches qu'elle s'est proposée à accomplir pour notre journée d'aujourd'hui. Et enfin, vous, messieurs et mesdames, je vous remercie d'être fidèles à ces rendez-vous et vous souhaite une excellente journée de travail sous les signes de l'émotion et de l'amitié pour Georges Brassens. Merci. L'enjeu de ce centenaire 2021 doit être, à mon avis, une véritable mise en valeur de l'œuvre de Brassens. Il a consacré toute sa vie à réaliser une œuvre remarquable qui avait même été couronnée par le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1967. Toutefois, dans les études consacrées à Brassens, longtemps l'accent fut mis sur le spectacle, sur son activité de chanteur, ainsi que sur les événements de sa vie par ses différents biographes. Il est temps, pour son centenaire, de mettre de plus en plus l'accent sur son œuvre, sa transmission et sa pérennité. Cette journée d'études se veut un apport à tout cela par une focalisation sur la traduction. Les traductions des chansons de Brassens dans le monde représentent un phénomène significatif et constant depuis un demi-siècle. Un phénomène souvent difficile à expliquer quant aux motivations des traducteurs, un phénomène fascinant pour la variété des nouvelles chansons produites. La chanson est un objet en mouvement et la traduction lui offre une pluralité de directions. Nous tenterons donc de les aborder à travers des approches interdisciplinaires, linguistiques, littéraires, musicologiques, sociologiques, traductologiques. Nous essaierons de mettre en relief la figure du traducteur, qui est le médiateur entre Brassens et son propre public, qui laisse apparaître l'original sans s'effacer, qui effectue un travail très difficile, un travail qui garde l'expression émotionnelle d'un transfert. On dit en général traduire Brassens,
ou bien traduire du Brassens, indiquant par métonymie l'œuvre par le nom de l'auteur. Le titre que nous avons choisi est, en revanche, Brassens traduit, ce qui met en évidence le résultat de l'opération de traduction, qui est, on le sait bien, pluriel. Il y aura des réflexions de traducteurs et de traductologues, et même des analyses plus variées. Je ne voudrais pas dévoiler à l'avance les aspects les plus attrayants des différentes communications, et je ne les présenterai pas. Métadialogue ou dialogue sur le dialogue. L'opération de traduction, même dans ses aspects les plus techniques, est accompagnée d'une sorte de dialogue entre le traducteur et l'auteur du texte source. Des jugements de valeur, mais surtout les nombreux doutes et les difficultés à résoudre, amènent le traducteur à une sorte de questionnement fictif adressé à celui dont il réécrit la prose ou la poésie dans une autre langue. Le dialogue peut aussi être réel si l'auteur et le traducteur se connaissent, se rencontrent ou bien ont une correspondance, ce qui est un cas relativement fréquent. On connaît des exemples célèbres à différentes époques, se situant pour la plupart dans le domaine littéraire. Je ne mentionnerai que le cas exemplaire d'un écrivain italien contemporain, Claudio Magris. L'auteur du roman Danube vit à Trieste, où il a enseigné à l'université en tant que germaniste. Il a été traducteur et a même publié sur la traduction. En raison de cette formation et de sa sensibilité, il avait rédigé en tant que romancier des recommandations pour ses futurs traducteurs. En outre, il a entretenu une correspondance intéressante avec ses traducteurs qu'il considère comme des alter ego. Or, si le dialogue auteur-traducteur est un objet d'étude assez répandu en littérature, il n'a pas toute sa place en traductologie. En revanche, son traitement d'un point de vue théorique pourrait contribuer à mieux élucider certaines conjonctures traductives. Pour cela, il faudra dresser une catégorisation de nature à définir le modèle de la dialectique qui se joue entre l'auteur et son traducteur ou ses traducteurs. Je tâcherai d'y revenir dans une prochaine étude, car il y a là toute une vraie problématique intéressante qui excéderait les bornes imparties à la présente intervention. Ici, mon propos s'en tiendra à prolonger les remarques sur le dialogue entre l'auteur et le traducteur, qui concerne généralement le domaine littéraire, en mettant l'accent sur la traduction de la chanson. Ainsi, j'entends mettre en évidence que la dialectique auteur-traducteur, qui serait un nouveau principe traductologique, concourt à la définition des fondements de la traduction de la forme chanson. L'exemple que j'ai choisi est celui des traductions italiennes des chansons de Georges Brassens. Le métadialogue concerne le traductologue qui reste usuellement en dehors de l'échange auteur-traducteur et qui fonde ses analyses sur le résultat, la traduction proprement dite, ou bien sur certains problèmes traductifs. Le traductologue joue, en revanche, un rôle important au niveau du métadialogue. Et je vais essayer d'illustrer cette thèse en m'appuyant sur des entretiens que j'ai eus avec certains traducteurs de Brassens. Ce qui amène à ajouter un autre niveau à notre catégorisation, le dialogue du traductologue avec le traducteur. Mon étude se situe ainsi sur le plan de la traductologie comme pratique. Donc avant de vous proposer un échantillon de mes choix de traduction, rappelons brièvement en quoi consiste une traduction chantée, parce qu'à l'encontre d'une chanson originale qui peut être créée aussi bien à partir du texte qu'à partir de la musique, sauf les rares cas où elle naît comme un tout, une traduction de chanson implique la présence d'une musique donnée, sur laquelle devra pouvoir se chanter le texte d'arrivée.
C'est ce qu'on appelle la chantabilité, une notion familière aux paroliers qui écrivent des paroles de chansons dont la musique existe déjà. Pour que ma traduction soit chantable, j'ai adopté une méthode suggérée, elle aussi, par des critères métalinguistiques. En effet, les paroles des chansons de Georges Brassens, dépourvues de leur musique, ont des propriétés métriques assez singulières, car elles présentent des régularités sur les plans du mètre, de la cadence et de la rime. Mon hypothèse de départ consiste à poser que chez Brassens, la chantabilité d'une traduction passe par la construction d'un texte d'arrivée qui ait les mêmes caractéristiques métriques du texte de départ. Cette hypothèse se fonde sur le constat que ces chansons sont généralement composées en style syllabique, c'est-à-dire que chaque syllabe correspond presque toujours à une note. Les vocalismes sont éventuellement réservés aux cadences en général. Prenons la chanson d'Allo de la Clairefontaine qui fait l'objet de cette étude. Son texte s'articule en 6 quatrains d'octosyllabes où la cadence féminine alterne avec la cadence masculine. Quant à la rime, à première vue, il s'agirait d'un schéma de rime alterné, mais en réalité, il y a des cas de rime vocalique ou d'assonance au 3e et 4e couplet. Rose, grosse, vigne, petite sont en assonance. La rime proprement dite, donc, ne concerne que les paires de vers, ce que Benoît de Cornulier appellerait des quatrains rimés en AA. Notons au passage que ces deux couplets, le couplet 3 et le couplet 4, qui sont les couplets qui se trouvent au milieu de la chanson, présentent des parallélismes lexicaux et morphosyntaxiques, ici marqués en italique, qui peuvent s'interpréter dans l'optique proposée par Cornulier comme un fond d'équivalence pour la mise en évidence de contrastes au niveau lexical. Les contrastes sont ici marqués en gras. On pourrait appeler ces contrastes contre-équivalence suivant la terminologie de Benoît de Cornulier. Loin de représenter une forme de rime manquée, l'assonance ou rime vocalique, de même que les contre-équivalences, ne sont-elles pas à interpréter comme des caractéristiques issues de la poésie de tradition orale ? N'oublions pas que le titre de cette chanson cache une référence allusive à la chanson populaire à la Clairefontaine. Chez un auteur comme Brassens, particulièrement attentif à ce genre de phénomène, il me paraît important de le souligner et d'en tenir compte en phase de traduction. Alors, passons à l'analyse de quelques choix de traduction. J'essayerai d'expliciter la manière dont les exigences traductologiques, justement, ont dialogué avec celles du traducteur. Par le caractère atemporel de la scène décrite, cette chanson se prête bien à être resituée ailleurs. Ce choix est la réponse à une question. Le choix de situer ailleurs et en particulier dans un endroit qui s'appelle la Grotta della Poesia est la réponse à une question spécifique posée par la traductologue au tout début de l'opération de traduction, à savoir, dans quel territoire du Salento pourrait-on situer cette histoire pour que l'universel puisse se recréer dans le particulier, comme le dit Mireille Laconen dans ses écrits. L'idée est venue tout de suite de choisir la grotte de la poésie, ainsi nommée sur la base du grec posia, bu, terme qui indique une source d'eau douce, faisant écho à la fontaine évoquée par Brassens. À cette étymologie savante du toponyme ferait concurrence une étymologie populaire. Selon une légende locale, des poètes et des écrivains se rendaient souvent à cet endroit de la côte adriatique, car une belle princesse avait l'habitude de s'y baigner. Quelle qu'en soit l'étymologie la plus correcte, les deux propositions sont toutes deux cohérentes avec la chanson de départ. Et la mention du toponyme dans le texte d'arrivée a pour effet d'en augmenter la crédibilité et d'en faciliter la réception par le public du Salento. Pourrait-on dire que la mélodie française embrasse les chansons de Georges Brassens, ou mieux que Brassens soit un traducteur sonore fiable des poètes qu'il choisit? Nous essayerons de répondre à la question en concentrant l'attention sur les chansons que Brassens a composées à partir de textes qui ne sont pas à lui.
Dans les années 1949-50, même si le musicien ne le dit pas ouvertement, il commence à douter de son talent d'écrivain et il va en parler dans ses lettres à tous nous. Et il conclut que ce qu'il avait à dire, d'autres l'ont déjà écrit d'une meilleure façon, et ce sont les poètes. Les choix littéraires de Brassens conduisent partout et jettent des ponts et tissent des liens qu'on n'oserait jamais imaginer. Afin que cette étude se rattache mieux au contexte stylistique de la mélodie, je réduis mon analyse aux textes des poètes plus connus. En cherchant en effet dans la base de données de la BNF Musique les textes de Villon, Verlaine ou Hugo choisis par Brassens, on se rend compte que non seulement ces choix ne sont pas exclusifs à lui, au contraire, les textes reviennent sous forme de mélodies aussi d'autres compositeurs, mais souvent conduisent dans des contrées musicales très éloignées, et personnellement, je trouve cela très intéressant. Brassens a devant lui une mission précise. À différence des compositeurs cultivés qui choisissent les vers des poètes reconnus comme un défi de virtuosité poussée à l'extrême d'un art épris de raffinement et ritualité, Brassens choisit la poésie et la revêt d'une musique apparemment simple, afin qu'elle soit connue et aimée par un public qui autrement n'aurait aucune occasion de rencontre avec elle. Si les premiers, c'est-à-dire les compositeurs cultivés, entre guillemets, cherchent l'entente avec un public élitaire, l'autre tient à faire aimer les poètes, à rendre les gens avides de poèmes, curieux de poésie. La mélodie, la chanson sont des trucs pour la mémoire des gens communs. Ce n'est pas question seulement, à mon avis, de la différence de la condition sociale de départ. On connaît bien la biographie de Brassens. Malgré ça, la simplicité de son contexte familial ne lui empêche point un naturel héritage musical qu'il intègre d'une passion adulte pour la poésie. Combiner ces deux éléments pourrait presque suppléer au manque d'une formation régulière. Si Brassens reste à l'écart des circuits cultivés, c'est par choix, à mon avis, et non par manque d'opportunités ou de circonstances. Il insiste, je suis un musicien des mots. Les interprètes, parfois, poussés par un sentiment de dévotion avec les compositeurs auxquels ils se consacrent, forcent a posteriori la volonté des compositeurs. Et je pense, j'espère, que Brassens n'y verra aucun inconvénient si sa consécration de mélodiste et pas seulement de chansonnier lui a été reconnue par l'un des interprètes les plus raffinés dans le genre de la mélodie, Jaroussky. Et non sans quelque licence, la version de Jaroussky est plus serrée de l'original, presque 40 secondes plus courte, et dans son dialogue incessant entre la voix et le piano, avec les accords alternés du piano plus secs par rapport aux arpèges de la guitare, ne ferait mauvaise figure dans un salon de musique. Donc, je termine mon intervention en vous faisant écouter juste le début de l'original de Brassens pour comprendre la différence de la version de la traduction de Jaroussky. Pam 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 pam. Ok, et maintenant il y a. Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Le carrossier, c'était grave ainsi fantasque. Au costume fou, les yeux luisants sous son masque. Do, mi, sol, mi, fa, tout ce monde va et chante et danse devant une belle enfant. Et chante, ont les yeux pervers comme les yeux verts des chattes. Garde ses appâts et disent papa, les pentes.
Les éditeurs qui sont engagés dans la traduction de chansons de Brassens sont souvent de petits entrepreneurs qui se situent du côté de l'édition indépendante et qui revendiquent l'autonomie du champ artistique contre l'hétéronomie des attentes de gains financiers imposées par le marché. Du côté des auteurs, chanteurs, interprètes, nous avons identifié trois postures différentes auxquelles correspondent des trajectoires et des prises de position différentes par rapport à l'objet chanson de Brassens. Donc, la première, c'est la posture bohémienne, avec les références, par exemple, à François Villon, hein, la posture intellectuelle urbaine et la posture anarcho-rebelle. Dans le cadre de notre étude, donc, nous allons retenir la posture intellectuelle urbaine. Et pour développer cela, nous allons nous concentrer, comme j'ai dit, sur la maison d'édition Nota et sur une collection spécifique, Bloc Nota, dans laquelle a récemment trouvé hospitalité un petit volume récoltant les chansons de Brassens traduites par Fausto Amodei en italien et en dialecte de Turin, enrichi d'une présentation par les soins de Mirella Conen. Donc, la maison d'édition Nantes, évidemment, appartient à la catégorie des micro-entreprises. Son fondateur est Walter Colle, sexagénaire de la région du nord-est italien du Friuli, diplômé du DAMS, donc École d'art de Bologne, à forte légitimité dans le champ culturel. Et donc, Walter Colle revendique immédiatement une posture de résistance vis-à-vis des logiques de la rentabilité à court terme, un positionnement bien arrimé à la marge du capitalisme industriel. Lors de notre entretien, il se situe d'emblée au pôle de l'autonomie du champ artistique qui définit sa stratégie éditoriale. Donc, il dit, en tant qu'éditeur, l'urgence, pour moi, ne consiste pas à vendre, mais plutôt à partager, à publier. Mes produits ont une valeur intrinsèque et à la différence des majors, hein, qui envoient au pilon, il dit mandano al macero, les produits qu'ils n'arrivent pas à écouler, qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, contre une politique qui vise le profit à court terme et l'investissement strictement commercial, il mise sur une stratégie du long terme, fondée sur une approche qu'il définit documentaire et que sa formation en anthropologie rend possible. Comme il l'explique lui-même, son intérêt consiste à créer une sorte d'archive historique lui permettant de concevoir la publication d'un ouvrage en termes de création d'étapes de témoignage au sein du parcours d'un artiste. Et là, je cite. En cohérence avec son profil d'indépendant, c'est-à-dire dont l'identité se définit et se modèle en opposition à celle des logiques corporate, mais aussi par un effet de distinction, cet éditeur met en scène la lutte qu'il mène sur deux fronts, celui du marché éditorial et celui du marché discographique. Je crois que le marché éditorial a adopté de manière dangereuse, il dit, une forme de censure vers des produits différents. Il déclare. Donc, on concentre l'intérêt sur certains phénomènes en particulier, il dit, sous prétexte qu'il existe trop de produits. Mais en réalité, il explique, ils combattent activement la philosophie de l'indépendant qui essaye de varier la production, car en réalité, l'objectif visé est celui d'exercer un contrôle serré sur la consommation de produits culturels et donc sur les publics. Également, il tient à marquer une posture de mise à distance par rapport aux pratiques des majors, c'est-à-dire les trois sœurs, comme ils les appellent, les tres sorelles, multinationales de l'industrie musicale Sony, Universal, Warner, qui dominent le marché du disque en Italie. Voilà, il dit les majors construisent la musique pour un marché, ils fabriquent des artistes à brûler après quelques semaines. Aujourd'hui, c'est les Måneskin et les boy bands. En réalité, il dit, la musique est morte. Aujourd'hui, elle n'existe que pour vendre du merchandising, pour façonner le branding, pour relancer le personnage qui doit passer à la télé.
car le vrai business est dans le marché du live. Notez par ailleurs les emprunts de l'anglais qui montrent en fait voilà, l'influence, comment ce marché est vraiment structuré sur des modèles d'importation anglo-américaines. Donc, ces conditions difficiles d'existence et de survie sur un marché fortement compétitif sont devenues plus pressantes au moment de la transition numérique. Face à la crise de la distribution traditionnelle, marquée par l'arrivée des opérateurs en ligne, et face à la disparition du support physique, il élabore une stratégie de résistance au rebours des tendances du marché du disque en voie de consolidation. Alors que les magasins de disques fermés, il explore une nouvelle niche de marché. Il cible la librairie et son public curieux et averti en publiant des CD accompagnés de petits livres en format poche distribués en librairie sans pourtant négliger les plateformes numériques. Dans son catalogue, les chansons de Brassens en traduction occupent une place particulière et apparaissent en 3 volumes de son catalogue. Elles sont traduites en dialecte ou en italien et interprétées par 3 auteurs de générations différentes. En commençant cette aventure, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que la traduction des chansons était sous une triple contrainte. Sémantique, ça consiste à transmettre l'essence du texte dans la langue d'arrivée, ce qui est quand même plus complexe que transposer le signifié dans cette langue, le mot. Esthétique, qui consiste à respecter la forme du texte, métrique, rime, référence culturelle, expression et jeu de mots. Donc là, par conséquent, il faut travailler sur le signifiant, l'esthétique du signifiant, et le sens, parce que ça va ensemble. Respecter le rythme, la rythmique mélodique, c'est-à-dire poser les voyelles accentuées sur les temps forts, rythmiques, et mélodiques, choisir les syllabes sonores pour les notes longues. Travailler donc à la fois sur le signifiant et le signifié. Le travail efficace sur cette troisième contrainte ne fut possible que grâce à la collaboration avec les musiciens, compositeurs, interprètes, multi-instrumentistes, Minos Voutsinos. Nous avons revu 13 chansons choisies pour un futur album, qui n'a toujours pas vu le jour, à l'aune de la rigueur rythmique et mélodique. Dans la traduction des chansons, il y a inévitablement des pertes sur les plans sémantiques et ou esthétiques, dans la mesure où la structure rythmique mélodique est quasi intouchable, surtout pour un non-musicien, puisque déterminante au traducteur donc d'établir des priorités concernant le, entre guillemets, sacrifice de tel élément sémantique ou esthétique, afin de respecter le plus possible la structure rythmique mélodique. Et aux musiciens de voir si et où il est possible d'intervenir sur la musique afin de préserver le sens et ou l'esthétique du texte. C'est dans ce contexte que la question de la transposition des expressions, souvent paraphrasées, des références culturelles et de jeux de mots chers à Brassens se pose. La question auquel je m'étais trouvé, face à laquelle je m'étais trouvé souvent, c'est de comment faire. Eh bien, je me suis rendu compte que les choix étaient limités. Premier, l'expression équivalente, quand il s'agit de transposer une expression, existe dans la langue d'arrivée et peut, telle qu'elle, respecter les cadres esthétiques, rythmiques et mélodiques. Exemple 1, hécatombe. Vous l'avez tous dans la tête. D'accord. En voyant ces braves Pandores être à 2 doigts de succomber, moi je biche car je les adore, sous la forme de Maccabée, en grec. Τους χωροφύλακες σαν βλέπω να έχουν στο στόμα την ψυχή, χαίρομαι μια και τους λατρεύω όταν πτώμα έχουν γεννεί. Attendez, vous n'avez encore pas compris. Donc, là, on a 2 expressions. Une, au niveau du mot, Pandore. Et on n'a pas cherché en grec, les mots avec les mêmes intonations n'existaient pas.
on a des différentes façons d'appeler les gendarmes, évidemment. Mais si je mets un des mots argotiques pour gendarme, ça ne tombe pas juste au niveau des temps forts. Les accents ne tombent pas juste. Donc il a fallu chercher autre chose. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était le mot officiel gendarme. Donc en grec, ça fait, quand je vois les gendarmes, être à 2 doigts de succomber. Encore une expression. L'équivalent n'existe pas en grec tel quel. Il existe une expression clé en main qui est avoir l'âme prête à sortir de la bouche. C'est une expression qui est utilisée aussi pour quelqu'un qui est au bout du rouleau, comme on dit, qui est épuisé et prêt à mourir. Donc, en grec, ça donne, quand je vois les gendarmes être prêts à rendre l'âme, on a gardé le sens, on a perdu en inventivité au niveau de l'expression. Mon propos est celui de vous faire découvrir ou redécouvrir un auteur, compositeur, interprète italien, fin connaisseur et traducteur de Georges Brassens, malheureusement trop peu connu en France. Il s'agit de Fabrizio De André. L'intérêt qu'il présente, c'est que, en plus d'être le passeur de Brassens pour le public italien, il a produit une œuvre singulière. Fabrizio est hautement apprécié des Italiens, ce qui constitue l'un des nombreux points communs avec Georges pour les Français. Si les chansons de Brassens ont eu tant d'importance pour le public français, pour des raisons différentes, selon les générations, pourquoi ne pas imaginer que des locuteurs étrangers, familiarisés avec la langue et la culture française, n'aient pu être émerveillés par son talent? J'ai compris que De André était l'un de ceux-là, à l'occasion de ma découverte coup de cœur pour ce formidable auteur. Je commencerai par expliciter le titre que j'ai choisi, Brassens, Maestro de Fabrizio De André. Le choix de l'emprunt italien se justifie par le fait que tout le monde en Italie reconnaît Brassens comme le maestro de De André, qui a traduit 6 chansons du poète, C'est toi, et qui a contribué à le faire connaître. Même les hommages les plus récents, à l'occasion du centenaire 2021, y font référence. Les chansons traduites sont Le Gorille, La Marche nuptiale, Mourir pour des idées, Dans l'eau de la Clairefontaine, L'assassinat, plus Les passantes, texte d'Antoine Paul, mis en musique par Brassens. Il y a encore la libre adaptation La Morte, d'après le poème de Théodore de Manville, Le verger du roi Louis. On retrouve fréquemment chez notre chanteur italien les thèmes abordés par son illustre aîné. Ce sont l'amour, la tolérance, la société, la religion, le pouvoir, l'anarchie, la mort, la guerre. À cela, pour Fabrizio, il faut en ajouter d'autres, plus contemporains. Le machisme et la brutalité des hommes en général, le monde des bas-fonds, les marginaux de toutes sortes, homosexuels, prostituées, tziganes, drogués, transgenres. Je vous propose donc de découvrir quelques sublimes chansons. Leggenda di Natale, qui s'est inspirée de la chanson intitulée Le Père Noël et la petite fille. Pour Brassens, il ne s'agit pas d'un Père Noël au sens classique. Il passe par cette métaphore pour parler d'un homme fortuné, plus âgé dans sa relation avec une jeune fille. Il la couvre d'argent et abuse de son pouvoir. L'attitude est hautement coupable, mais plus allusive. Une seule fois, Brassens écrit « Il a mis les mains sur tes hanches » de manière plus explicite. Dans la version de Fabrizio De André, une autre musique est choisie, plus oppressante, cette fois-ci, et sombre. Le récit est glaçant avec un effet de dramatisation. On voit très rapidement qu'il veut aborder ce qu'il est convenu d'appeler la pédocriminalité. Et parmi les chansons originales de De André, je mentionnerai rapidement quelques titres significatifs. Bocca di Rosa, on croirait s'y tromper que cette chanson est de Georges Brassens. Il pescatore, ce pêcheur âgé à la figure christique, nous rappelle la chanson pour l'Auvergnat. Via del Campo, déjà cité, il l'a défini lui-même comme une rue interdite le jour car fréquentée la nuit. Mais avant, une petite surprise du groupe théâtre. J'avais dit. Oh. J'ai Oh. dit oh. Oh. J'ai dit oh. Oh. Dans les contes d'apothicaire, 20 ans, c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sont mortes à la guerre de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connus un temps de chien, certes, c'était bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort.
C'était le bon temps. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous de braves types. Dans ta petite mémoire de lièvre, Bécassine, il t'est souvenu de notre amour du coin des lèvres. Amour nul et non avenu. Amour d'un sot qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte. Il est mort. Il est embelli. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous de braves types. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte. Elle est morte. Elle est embaumée. Il est toujours joli le temps passé, hein? Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous de braves types. Le temps passé, Georges Brassens. Bravo. Dans le monde de Brassens, les évocations tenant au mythe et à l'histoire, on les trouve à l'appel. Dès ses premières chansons, on prélevait ce trait. Dans la mauvaise réputation enregistrée en 1952, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Dans La première fille, j'ai tout oublié des campagnes d'Austerlitz et de Waterloo, La femme d'Hector, Pénélope, Corne de Roc et tant d'autres, la liste est loin d'être limitée. Dans l'univers qu'il nous a légué, il y a même quelques titres liés explicitement à des moments historiques. La tondue, la guerre de 14-18, les deux oncles, le boulevard du temps qui passe, le moyenâgeux, le passéiste. Dans un récent ouvrage, Dictionnaire Georges Brassens, publié en 2020, Renaud Nattier recense plus de 500 entrées, 536 je crois, constituées essentiellement de noms propres. Et dans cet incroyable foisonnement, plus de la moitié sont des personnages et des lieux historiques ou mythologiques. D'Homère à Socrate et à Castor et Pollux, de Mélusine à Cléopâtre, de Bonaparte à Pétain et de Franco à Mussolini, de Trafalgar à la Bastille et de la ligne bleue des Vosges à Verdun, Brassens construit sa galerie des personnages, plante ses décors et crée sa propre mythologie. Cet usage du passé lui vaut toujours des incompréhensions et des contresens. Un des stéréotypes les plus répandus qui lui colle à la peau, c'est qu'il est passéiste, traditionnaliste suranné, nostalgique d'une vieille France. Une des plus tendres descriptions dans ce sillage est celle de Mathieu Carigou-Lagrange, qui, dans un très bel hommage sur France Culture, je ne sais pas si vous l'avez suivi, tout récent, intitulé « Georges Brassens nous rend heureux », le qualifiait de troubadour égaré dans un siècle des machines. Même si je suis très tentée de reprendre à mon compte cette belle formulation, alors que je récuse toutes les autres, je vous invite d'aller un peu plus loin, de scruter un peu plus finement la vie et l'œuvre de Georges pour mieux comprendre par quels affects et désirs il se lie au passé, plutôt à différentes formes du passé, et comment il les recrée, les réinterprète pour construire son univers. Si le merveilleux, le fabuleux et le mythique jouent un rôle central dans l'œuvre de Brassens, l'histoire y intervient de façon plus souterraine et peut-être plus structurante. Sur les pas de François Villon, dont le personnage lui offre une sorte d'identification 5 siècles plus tôt, et les poésies telles la ballade des dames du temps jadis le fascinent, Brassens s'attache au Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge devient un puissant activateur de son imagination et de sa créativité et renforce son penchant pour les marges et les marginaux. Son Moyen-Âge n'est pas celui des princes et des chevaliers, mais celui des bas-fonds et des truands, des pendus et des filles de joie. Avec Hugo, il partage le même engagement permanent contre la peine de mort, ou encore, sur un autre niveau, son obstination à libérer le vocabulaire des mots qu'il faut dire ou qu'il faut taire. La liberté donc, la liberté de penser et d'agir, la liberté de l'individu souverain, grands héritages du XIXe et conditions sine qua non pour créer chez Brassens comme chez Hugo. Une autre trace du XIXe qu'on peut également détecter chez Brassens et dont Hugo fut la personnification même, sera le besoin de porter une réflexion littéraire continue sur l'essence de l'histoire. À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe, en scandant nos ça ira contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. Le déroulé du récit s'organise étape par étape pour aboutir aux effets néfastes du réel et du temps qui passe. Au bout, la désillusion et la mort. Alors, ralentissant le pas, on fit la route à papa, car braillant contre les ancêtres, la troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Mais même si les jeunes et fiers deviennent gâteux et avachis, ce scepticisme pragmatique et désabusé sur les années à venir qu'on retrouve chez Brassens n'arrête pas l'action, ni l'histoire. Et même s'il commence par la fin, par la mort pour les raconter, c'est encore lui qui parle, il continue à chanter la vie qui est là, avec ses feux de joie et ses misères, ses amours et ses trahisons, et par le monde de la dérision, à défier, voire déjouer la mort. Place à une autre petite surprise. Ah, c'est ça l'humour. Puisque vous avez une journée de dialogue. Ah oui. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tout ce qu'il avait, Multitude accablante. en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve, toutefois. Mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Jugeons qu'il n'y a pas péril en la demeure. Allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, Il arrive qu'on meure pour des idées. n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route. qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, D'accord, mais de mort lente. d'accord, mais de mort lente. Les singes en bouche d'or qui prêchent le martyr. Le plus souvent d'ailleurs, ça tarde ici-bas. Mourir pour des idées, j'ai qu'à le dire. C'est leur raison de vivre. Ils ne s'en privent pas. Car donc, dans presque tous les camps, On en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. j'en conclus qui doivent se dire en aparté. Mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, des siècles tout poil, en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées. C'est bien beau, mais... Lesquelles? Et comme toutes sont en telle ressemblance, Quand ils les voient venir avec leurs gros drapeaux. le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées. D'accord, Mais de mort lente. d'accord. Mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes, Pour qu'enfin tout changeât. qu'enfin tout s'arrangea. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent. Au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge d'or sans cesse est remis au calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort toujours recommencée. Mourons pour des idées. D'accord, Mais de mort lente. d'accord. Mais de mort lente. Oh vous, les gouttes de feu. Oh, vous les bons apôtres. Mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres. C'est à peu près... La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds.
Mourons pour les idées. D'accord. Mais les morts lentes. D'accord. Mais les morts lentes. C'était une excellente présentation du titre. Oui, on a voulu faire le côté militant sans en avoir l'air. Ah. Et encore une avant-dernière surprise, qui présuppose qu'il y en aura une dernière. Parlez-moi de la pluie, et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus bel amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest, avec des cris putois, étalait ses feux d'artifice. Bondissant de sa couche, en costume de nuit, ma voisine, affolée, vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur. Ouvrez-moi par pitié. Mon mari vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? L'erreur, on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle, ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries, rendez-vous au prochain orage. À compter de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à lorgner les stratus, à guetter les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer qu'il en était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille, tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre, assassin, dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. L'orage. Donc c'était Margot, Louis Fiacre et Joseph. On pourrait ouvrir avec Brassens un dictionnaire des rimes incongrues. La rime incongrue fait d'abord jouer un décalage sémantique, bien sûr. Il y a ces petits bourgeoises faux culs qui, d'accord avec leur cocu, clair de notaire, et ça va rimer avec pomme de terre. Au prix de gros vents de leur corps, leur charme qui flirte encore la pomme de terre. La rime grand écart, du point de vue sémantique, associe des mondes opposés, comme le monde céleste et le monde terrestre. À minuit, d'une voix douce de séraphin, elle me demanda si je n'avais pas faim dans la fessée. Souvent s'ajoute un écart des registres de langue à cet écart sémantique qui va de pair. N'oublions pas que le bulletin de santé fait rimer obèse et je baise. Vous connaissez bien votre répertoire. Et dans le même registre, dans 95%, on a adorateur qui rime avec fichu quart d'heure. Alors moi aussi, j'ai bien aimé le jour du 14 juillet, puisqu'il a le culot de faire rimer quand même 14 juillet avec lit douillet, ce qui n'était pas évident comme rime, a priori. Certaines riment allient
un langage mythologique figuré et la vulgarité, on y reviendra. Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs et salopes? Alors je voudrais aussi aborder à la fin un point sur la polémique et ce que j'appelle le contre-topos. Qu'est-ce que c'est que ça? Le topos, c'est le lieu commun, le cliché, et le contre-topos, c'est prendre le contre-pied d'opinions établies, de raisonnements communément admis. Mais contrairement à l'ironie, l'humour de Brassens consiste donc à jouer sur cette posture non sérieuse. Donc l'humour de certaines chansons consiste en une inversion des valeurs, des discours établis, dont la négation va être la forme la plus apparente. Vous les avez en 32 et 33, « Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps ». Donc ça, c'est quand même quoi de plus consensuel que d'aimer le beau temps. Donc, voilà. Mais alors, ça se développe surtout dans la non-demande en mariage, plus sérieusement, qui articule une négation polémique avec une parodie de la manière traditionnelle de demander la main. J'ai l'honneur de ne pas. Mais moi, j'imagine que dans cette génération-là, il y a eu plein d'amoureux qui se sont passés la chanson pour ne pas se marier. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. On verra tout à l'heure. Moi, j'aurais fait ça, mais bon, c'est pas à l'époque, c'est pas les filles qui demandaient en non-mariage, c'était les hommes quand même. Voilà, seule rémanence de la tradition. Et donc, ça me fait penser au film, vous savez, 4 mariages et un enterrement. Veux-tu ne pas être ma femme pour le reste de notre vie, hein, c'est ça, je ne risquerai pas en anglais. Donc c'est l'éloge d'un amour libéré du conformisme et surtout opposé au quotidien de la conjugalité. Finalement, cette chanson, c'est une continuation de l'amour courtois. Hein. On peut appeler ça un éloge paradoxal. Hein. Donc, mais c'est finalement dans une tradition française la plus ancienne. L'amour courtois, c'était l'amour adultérin, ce n'était pas l'amour conjugal. Hein. Et là, on est en plein là-dedans, hein, dans le Moyen-Âge et toute la tradition littéraire de l'amour courtois. Plus polémique, on va trouver, plus polémique que le bel azur me met en rage, on va trouver l'éloge paradoxal de l'infidélité dans Pénélope, en même temps que la dédramatisation de l'adultère. La chanson détourne la figure de Pénélope pour un éloge du péché véniel, hein, au moyen des figures favorites du chanteur. C'est la face cachée de la lune de miel, et vous reconnaissez le défigement des expressions qui se télescopent, face cachée de la lune et lune de miel. Voltaire avait joué en disant lune de fiel. Et sous-entendu métaphorique autour du ciel de lit, n'as-tu jamais au ciel d'un autre lit compté de nouvelles étoiles? Voilà. Et c'est une manière de dédramatiser l'adultère dans cette chanson. Et dans l'ombre des maris, alors là, on assiste à un détournement fabuleux de la parabole de la femme adultère. Le mouvement de compassion qui illustre la scène biblique. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, parce que quand même, Jésus-Christ est le premier anticonformiste. Hein. Ce mouvement de compassion est détourné au profit de l'éloge de l'adultère, qui plus est, un plaidoyer pro domo, je suis derrière. Hein. Donc, premier détournement qui déplace le point de vue de la femme au point de vue de l'homme, de l'amant, je suis derrière, c'est ça qui est intéressant dans la chanson. Et second détournement qui finit par inverser les rôles en faisant de l'amant et du mari le véritable couple. Hein. Et les jours où furieux voulant tout mettre à bas, je crie la coupe est pleine, il est temps que je rompe, le mari me supplie, non, ne me quittez pas. Assez typique de l'éthos de Brassens. Enfin, je terminerai par la polémique contre l'engagement excessif. On pense à des proches, je suis un artiste dégagé, quoique bon, il y aurait matière à discussion. Mourir pour des idées va contre les valeurs d'un héroïsme militant extrême. Et cette visée va se faire encore par un détournement ludique. Mourir pour des idées, l'idée est excellente, rebond sur le même mot « idée » dans un sens différent. Mais après, on a une dérivation. Et ça, c'est difficile aussi peut-être dans la traduction. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mourir mort, hein, très amusante. Avec la concession du d'accord, puis le retournement, hein, mais de mort lente. Ce jeu, c'est rien d'autre qu'un trait d'esprit, un des plus fins traits d'esprit qu'on trouve au XVIIe siècle, hein, et qui reformule l'idée de mort naturelle, et c'est l'inverse du sacrifice. Hein. La mort lente, la mort naturelle, c'est bien l'inverse du sacrifice. Et enfin, le titre paradoxal de la non-demande en mariage met en jeu une inversion, un contre-topos, qui fait du mariage un sacrilège. Mais, alors, faire du mariage un sacrilège, hein, c'est quand même fort, mais contre Cupidon, dieu de l'amour. Hein. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. Alors, dernière surprise. Et vous avez deviné ce que c'est. La Camarde, qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. Alors, cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament et me payer un codicile.
Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion. Trempe, trempe ta plume, ô mon vieux tabellion. Et de ta plus belle écriture, note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi-Pinson, celle de Titi, des Grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un m'en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place au gel en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à 2 pas des flots bleus, creusez, si c'est possible, un petit trou moelleux, une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Où quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie « Je suis le maître à bord !» Sauf qui peut, le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là qu'à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avalai la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi, l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne, et qu'au moins, si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe, en sandwich entre le ciel et l'eau, ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits-enfants diront « Chouette, un château de sable ». Est-ce trop demandé? Planté, sur mon petit lopin planté, je vous prie, une espèce de pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuses révérences, tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tous chargés de parfums, de musique jolie. Le Mistral et la Tramontane, sur mon dernier sommeil, verseront les échos de Villanelle. Un jour de fandango, de tarentelle, de sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix se penche un peu dessus pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Bravo. Chez ma jolie fraise, l'aube a mis les fraises plein d'autres horizons. Garde tes dindons, moi, mais pour Thérèse, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. Pour sauter le gros sourceau de pierre en pierre, comme tous les jours mes bras t'enlèveront. Nos lins de nos truies, nous suivrons les bières, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. La vie c'est toujours amour et misère, la vie c'est toujours les mêmes chansons.
J'ai tant de respect pour ton cœur, Thérèse, et pour tes dindons quand nous nous aimons, quand nous nous fâchons. Et ma jolie fraise, ne pousse pas du pied mes petits cochons. À vous, va comme hier, comme hier, comme hier. Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimeront. La vie c'est toujours amour et misère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. On va chanter Les amoureux des bancs publics. Oui, alors vous allez le chanter. Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents et les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux en public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant les je t'aime pathétiques, on dit que bien sympathique. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant les je t'aime pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ces malabris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. Ça va pas du tout là, hein. Alors, on va répéter. Il va falloir que vous fassiez. C'est facile ça. Alors à vous. On va verrouiller le truc, on le refait. Voilà, ça va? Alors maintenant, il faut savoir où on en est. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ces malabris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. Voilà. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Les amoureux, bancs publics, en se disant les je t'aime pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus, c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs, ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant le je t'aime pathétique, ont des petites gueules bien sympathiques. Merci à vous. Alors on a parlé de l'orage, on l'a dit même, mais moi je vais vous faire le parapluie. Je me rappelle comment ça commence.
fait, il faut que je fasse sauter toutes nos introductions. Habituellement, on joue à 3 dents. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin paradis, contre un coin parapluie, je ne perdais pas au change. Un petit coin paradis, contre un coin parapluie, je ne perdais pas au change, paradis. Chemin faisant, que ce fut en loin, d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. À vous, un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. Je ne perdais pas au champ paradis. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fut un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. Je ne perdais pas au change paradis. Stella, je crois que tu m'avais demandé une autre chanson. J'en suis même sûr. Le boulevard du temps qui passe. Ne la fais jamais, ça, là, je précise. À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe. En scandant notre ça ira, contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. On nous a vus, c'était hier, qui descendions jeunes et fiers dans une folle sarabande, en allumant des feux de joie, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plates-bandes. Jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé goulu leurs femmes qu'ils ne touchaient plus, nous avons fécondé leurs filles. Dans la mare de leur canard, nous avons lancé goguenard, force pavée et le tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur dieu cul par-dessus tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises.
Alors, ralentissant le pas, on fit la route à la papa, car braillant contre les ancêtres, la troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Tous ces gars, tous ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis, chancelant dans leur carapace, on les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe. Alors je vais appeler Martine Bousquet. Alors du coup, tu vas prendre le micro. Voilà. Pour la chanson qui va suivre. Mais il va me faire si tu... Ou alors tu la chantes. Ah non, c'est comme ça. Alors, un double hommage peut-être alors. Ça fait drôle d'avoir. Oui, un hommage, un clin d'œil à Patachou et un hommage aussi à Giovanni Rufino avec qui je chantais cette chanson en duo. C'est ça. En plus, je ne la fais jamais dans cette tonalité, mais c'est trop aigu. Ma tonalité est trop aiguë pour Martine. Sa tonalité est trop basse pour moi. Donc, on a fait ça une fois, il y a un mois ou deux peut-être. Et donc, on a trouvé un compromis, donc on va essayer de la refaire. Alors, c'est une chanson donc, qui s'intitule Maman, Papa. Est-ce que tu peux me monter voilà, Maman, Papa, que Brassens avait dédié à ses parents, et c'est une des fameuses chansons qui ont été écrites pendant le STO, Service du Travail Obligatoire, à Basdorf, à 30 km au nord de Berlin, pendant qu'il était là-bas en vacances de mars 43 à mars 44. Et on la chante comme il l'a chanté avec Patachou. On va essayer. On va essayer de la chanter comme il l'a chanté avec Patachou. Il n'y a pas de retour, hein, je te... Oui, tu fais, si, tu fais l'intro. Ah oui, tu fais l'intro, c'est plus joli. Alors attends, il me faut l'enlever là. Ça complique le... Tout de suite à 2, c'est plus compliqué. Ah, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes je fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour donner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux, autant on s'aimait, bien qu'on ne se l'avoue pas. Papa, 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 papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je deviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Martine Bousquet. Alors, je crois qu'on a parlé à un moment donné dans
dans le colloque d'une chanson phare dans l'œuvre, enfin de deux quoi. Il y a le gorille, mais j'aurais bien aimé la faire avec notre ami Dimitri. En grec, quoi, tu vois. Je ne me rappelle pas de toutes les paroles. Mais moi non plus, tu sais. Allez, viens. Ne te fais pas prier. C'est toujours cocasse. T'as pas tes petits papiers sur toi? Alors tu fais un micro. Ouais, on va faire au moins en musique le passage que tu as fait tout à l'heure. Ah ouais, ça on peut le faire. Ah, ça on peut le faire. Déjà ça part bien. Quelques strophes, je me rappelle. L'après, la deuxième. Vas-y. Après tu me tiendras bien. Le gorille. D'accord? Ça va venir. Πίσω απ' τα κάγκελα κλεισμένο της γειτονιάς στα θηλυκά, όριλα βλέπαν γεροδεμένο και του κάναν μάτια γλυκά. Je vais la faire en français. Vas-y, reprends. Πίσω απ' τα κάγκελα κλεισμένο της γειτονιάς στα θηλυκά, όριλα βλέπαν γεροδεμένο και του κάναν μάτια γλυκά. Avec un pudeur sécomère, lorgné même un endroit précis, et rigoureusement ma mère a défendu de nommer ici. Ξαφνικά η φυλακή που μέσα ζούσε το θεριό ανοίγει, ποιος ξέρει γιατί θα ήταν το μάνταλο παλιό. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Τρέχει τα αφεντικό της κλούβας, λέει για το όνομα του Θεού. Είναι φοβερό γιατί ο γορίλας ποτέ δεν πήγαινε μαϊμού. Της γειτονιάς κάθε κυρία μαθαίνω πως είναι μαθαίνοντας, αντί να αρπάξει την ευκαιρία να κρυφτεί φεύγει τρέχοντας. Celle-là même qui n'a guère plus haut, pouvait d'un œil décidé, fuir prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Car gorille, tout le monde se précipite en atteinte du sang Jean rude, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son enlunement vers les robes de la vieille et du magistrat. Παναστένας Ιωνόβια που ήταν αναστάτη πόλη. Η Σόφια ήταν... Ce serait extraordinaire. Et pour tout espérer. Le juge pensait impassible, on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou un ancêtre. Lequel choisirait-il des deux devant une alternative pareille? Un de ces 4 jours, mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour au son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Alors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Ici
συνέχεια θα ήταν κρίμα, μα δυστυχώς δεν μπορώ να τα στην πω και είναι κρίμα, γέλιο θα ρίχναμε καλό, γιατί ο δικαστής την δίστατη ώρα φωνάζει μάνα κρέει πολύ, όπως αυτός που την ίδια μέρα δίκας να κόψει την κεφαλή. Να οδηγεί Dimitri Bogdis, pardon. Tu vois, tu t'es encore couvert de gloire. Alors, là, on demande un mariage. Don Juan. Ma vie de grâce ne m'étonne pas sous la gorge à Cupidon, ça propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers. Sur parole, au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs au cœur des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche-frime. À aucun prix moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la Marguerite. À vous, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets tout pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. À vous, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, les ailes aiguilles elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins. Je te dispense quand l'éternel fiancé à la dame de mes pensées. Toujours je pense, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Merci. Bon. Les oiseaux de passage. Oh là là. Quoi de plus émouvant? Les oiseaux de passage. On n'est pas sorti là. Alors c'est parce que c'est vous. Hein. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours, pas sa pigeonne. Ça lui suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que mon cœur, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un concours régulier et garantisant. Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout le désir, le vœu, par-dessus monde, et bois et mer et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra de Zabou, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra de Zabou, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Merci. C'est là, n'est-ce la tâche très ingrate de dire qu'il faut finir. C'est avec regret, mais en même temps, nous avons des contraintes.